Invité de ce programme, l'interview sur BBC Afrique, le docteur Henri-Joël Tagoum Fombeno, qui vient de paraître aux éditions L'Harmattan, le droit du travail sénégalais. Il a écrit plusieurs autres ouvrages dans le domaine du droit, négocier et rédiger au mieux ses contrats dans l'espace OHADA, hygiène, sécurité, médecine du travail en Afrique noire francophone, l'action des syndicats professionnels en Afrique noire francophone, entre autres ouvrages qu'il a donc publiés ces dernières années. Henri-Joël Tagoum Fombeno, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, vous vous êtes intéressé au droit social ou le droit de travail dans 14 pays d'Afrique noire francophone. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé? Le droit du travail en Afrique, c'est un droit qui est inspiré, en Afrique noire francophone, c'est un droit qui est inspiré du droit français. Ce n'est pas le résultat de l'évolution de nos sociétés. Le droit du travail est né des codes du travail des territoires d'outre-mer, parce qu'avant les indépendances, dans les 14 pays d'Afrique noire francophone, c'était le code du travail des territoires d'outre-mer adopté à l'époque par l'Assemblée française qui était appliqué. Donc c'est un droit inspiré, en Afrique francophone, c'est un droit inspiré du droit français. Et donc qui ne reflète pas la réalité de cette société africaine dans les pays que vous avez parcourus. C'est vrai, les textes existent. Mais il y a un problème d'effectivité par rapport à l'application du droit du travail. Le droit du travail s'applique à tout travail salarié, qu'il soit du secteur formel ou du secteur informel. Mais le problème, c'est que le secteur informel appartient à ce que, ou est dominé par ce que les sociologues du droit appellent l'infradroit, c'est-à-dire le droit déprécié. Dans le secteur informel, et le secteur informel occupe une place importante dans le tissu économique de nos pays en Afrique francophone, dans le secteur informel, le droit du travail est presque inexistant. On n'applique pas les règles du droit du travail, tout simplement parce que dans ce secteur, c'est beaucoup plus les relations souvent de famille ou les relations d'amitié qui font que les gens se regroupent. La législation du travail, on n'en parle pas trop. Pourtant, il aurait été nécessaire que le droit du travail ou les règles du droit du travail puissent s'appliquer également dans ce secteur. Et dans un tel environnement, le contrat du travail est un concept relativement galvaudé. Et dans ce contexte, vous avez quand même publié en 2010 « Négocier et rédiger au mieux ces contrats dans l'espace OHADA ». Est-ce que ce n'est pas simplement un contrat d'adhésion pour le salarié? Est-ce qu'il a le choix? Un contrat d'adhésion, c'est un contrat dans lequel l'ensemble ou les clauses sont imposées par la partie économiquement ou socialement plus forte. Vous avez un employeur qui est la partie économiquement la plus forte et vous avez le salarié qui est la partie faible. Sur ce plan, on peut dire que le contrat de travail est un contrat d'adhésion parce que, en réalité, le salarié ne négocie pas les clauses du contrat du travail. Ce que le salarié fait, il négocie plutôt la décision de contracter, s'il faut conclure le contrat. Mais de là dire que le contrat de travail est un contrat d'adhésion, on ne peut pas l'affirmer de façon rigoureuse, tout simplement parce que la plupart des dispositions ou le contenu de la plupart des clauses du contrat de travail est imposé dans la plupart des cas par la loi ou par les conventions collectives. Quand vous prenez par la clause de non-concurrence, c'est la loi qui dit ce qu'on doit mettre dans une clause de non-concurrence. Donc l'employeur, même s'il négocie, il ne peut pas aller au-delà. Quand vous prenez un contrat de travail à durée déterminée, on sait que le contrat est renouvelable une fois. Et le contrat de travail en définitive, ce n'est pas un contrat d'adhésion au sens strict du terme, ce n'est pas non plus un contrat de gré à gré, c'est à mi-chemin, je dirais, entre les deux. Entre l'adhésion et le gré à gré, entre l'employeur et le salarié. Ouais. Mais est-ce qu'on peut considérer ce salarié comme arrivé d'office en victime dans cette convention, dans cet échange avec l'employeur? Non. Tout simplement, si le salarié connaît ses droits, il peut bien négocier le contrat de travail, mais il faut qu'il connaisse ses droits. Je prends un exemple simple. Souvent, un salarié, il travaille dans une entreprise, il est débauché. Quand il est débauché, l'entreprise qui le débauche lui soumet un contrat en prévoyant une période d'essai. La période d'essai, c'est généralement une période où on s'apprécie avant de conclure le contrat de travail. Mais c'est une période de précarité, puisqu'à tout moment, le contrat peut être rompu. Mais si le salarié est averti, il n'acceptera pas qu'on mette la clause d'essai. Il va demander de retirer la clause d'essai parce qu'on l'a débauché
d'une entreprise où il a un emploi stable et il ne viendra pas commencer par un contrat où il y a déjà une période plus ou moins de précarité. Il faut encore mieux sensibiliser les salariés sur leurs droits. Et c'est le rôle aussi des syndicats dans nos pays africains. Tant que les salariés ne sont pas sensibilisés, ils ne pourront pas conclure des contrats adaptés à ce qu'ils veulent. Invité dans ce programme, l'interview sur BBC Afrique, le docteur Henri Joël Tagoum Fambeno, docteur d'État en droit, et qui vient de publier, disions-nous, chez l'Harmattan, le droit du travail au Sénégal. Est-ce que vous pensez, Henri Joël Tagoum, que les salariés font vraiment confiance aux institutions de contrôle du droit de travail que sont l'inspection du travail et les tribunaux? Oui, notamment au niveau de l'inspection du travail. L'inspection du travail joue un rôle très important dans nos différents pays. C'est tout simplement parce que, et ça les inspecteurs se plaignent très souvent, c'est qu'ils n'ont pas nécessairement les moyens sur le plan logistique organisationnel, ils n'ont pas tous les moyens pour faire leur travail. Par exemple, si la convention numéro 81 de l'OIT sur l'inspection du travail était respectée, c'est que l'inspection du travail, c'est que les violations en matière de droit du travail n'allaient pas se faire. Parce que l'inspecteur du travail, par exemple, la réglementation permet à l'inspecteur du travail dans tous les pays d'Afrique noire francophone d'aller dans les entreprises de façon inopinée et de s'assurer si la réglementation, si la législation est respectée. Mais aujourd'hui, souvent, les inspecteurs disent qu'ils sont en nombre insuffisant. Ils n'ont pas les moyens de déplacement. Donc, même si ils ont la volonté, souvent, ils manquent des moyens. Donc, il suffit de mettre à leur disposition des moyens pour que vraiment la réglementation soit respectée. Donc, vous posez aussi un problème de volonté politique. Ouais. Alors, le droit du travail sénégalais, ouais. À qui s'adresse l'ouvrage? L'ouvrage s'adresse aux magistrats, aux étudiants, aux professionnels du droit, aux syndicalistes, aux responsables des ressources humaines, parce que on le dira jamais assez, le droit du travail est au cœur de la gestion des ressources humaines, de l'embauche du salarié jusqu'à sa sortie ou la fin de son contrat dans l'entreprise. Le droit du travail est présent. Je dis souvent d'ailleurs que le droit du travail, c'est l'alpha et l'oméga de la gestion des ressources humaines. Et les responsables des ressources humaines, les managers, les chefs d'entreprise sont obligés d'avoir un minimum de connaissances pour éviter d'exposer leur entreprise à des risques. Parce que souvent, il y a des actes qui sont posés tout simplement parce que l'employeur ne le sait pas. Vous voyez un CDD, il est renouvelé, un contrat à durée déterminée, est renouvelé souvent 3-4 fois, ou il n'est même pas matérialisé par écrit, tout simplement parce que l'employeur ne sait pas. Or, quand il n'est pas matérialisé par écrit, la loi dit que c'est un contrat à durée indéterminée. En dehors du droit du travail sénégalais, vous avez publié en 2006 un ouvrage sur l'action des syndicats professionnels en Afrique noire francophone. Et je disais tout à l'heure que vous avez travaillé essentiellement sur environ 14 pays de cette région du continent. Est-ce que vous pensez que ces regroupes de travailleurs ont vraiment de l'influence dans l'environnement social ? En principe, oui, mais dans le contexte de mondialisation, les syndicats sont en train de perdre en influence. Si vous observez bien dans les entreprises aujourd'hui, on retrouve plusieurs sortes de regroupements. Les gens se regroupent souvent maintenant, association des cadres de tel domaine, association des cadres, peut-être des cadres administratifs, association, tout simplement parce que les syndicats, ils n'ont pas su opérer rapidement la mue dans le contexte de mondialisation. Pendant longtemps, l'action syndicale est restée essentiellement revendicative. L'action syndicale doit évoluer vers une action participative. Les syndicats doivent beaucoup plus participer, réinventer leur manière de faire. Surtout à l'époque du digital, à l'époque du numérique, ça, on doit parler beaucoup plus du e-militant. On n'utilise plus tellement du papier. Les syndicats doivent utiliser l'outil informatique pour mieux communiquer, pour mieux sensibiliser. Je prends un exemple simple. Quand vous prenez la plupart de nos codes du travail en Afrique noire francophone, ces codes du travail ont prévu, par exemple, ce qu'on appelle le mandataire syndical. Un mandataire syndical, c'est qui? C'est quelqu'un qui est un peu, à la limite, qui joue le même rôle qu'un avocat.
Lorsqu'un salarié a un problème, il peut aller devant les tribunaux et défendre le salarié au même titre qu'un avocat. Rien à voir avec les délégués du personnel. Rien à voir avec les délégués du personnel. Mais combien le savent? Très peu. Ou il existe combien de mandataires syndicaux dans nos différents pays? Or, les syndicats peuvent même jouer sur ce petit levier pour faire avoir plusieurs militants en prenant mieux en charge les intérêts des travailleurs. Oui, mais quand on regarde les centrales syndicales, on reproche aussi à certains États d'effriter ces centrales à la faveur d'une espèce de syndicalisme d'État lié au fait que certains syndicats appartiennent aussi à des milieux politiques au sommet de l'État. C'est souvent de bonne guerre, surtout quand ce sont les politiques qui le font. Mais objectivement, le rôle d'un syndicat, ce n'est pas de faire de la politique. C'est vrai qu'on regarde l'histoire du syndicalisme en Afrique, c'est que les syndicats africains au départ, ont beaucoup contribué pour l'indépendance. Mais quand ces syndicats, et quand les pays africains, la plupart des pays francophones ont accédé à l'indépendance, ils ont commencé à se méfier des syndicats en disant « Ah, ces gens, il faut les mettre de côté ». Donc, ils ont commencé plus ou moins à tolérer les syndicats. Et dans ce cas, certains syndicats étaient obligés de rentrer dans un système de participation responsable, d'être un peu une courroie de transmission, tout simplement pour exister. Ça s'expliquait. Mais si vous regardez, vous observez bien, depuis quelques années, les syndicats se sont désolidarisés plus ou moins. Ces syndicats qui étaient alliés au parti au pouvoir se sont plus ou moins désolidarisés parce que les gens comprennent de plus en plus. Et par définition aussi, le syndicat se veut indépendant. Un syndicat des travailleurs, par exemple, doit être indépendant du patronat, doit être indépendant de l'État. Sinon, ce n'est pas un syndicat digne de ce nom. Vous êtes également l'auteur de l'ouvrage « Sécurité, hygiène et médecine du travail en Afrique noire francophone ». Alors, de quelle sécurité au travail parlez-vous dans ces pays où la spécialisation en médecine du travail n'est pas toujours prise en compte dans les milieux professionnels ou les curricula de formation? À l'époque, effectivement, quand j'écrivais cet ouvrage, j'avais voulu lancer un cri d'alarme. Parce que quand vous regardez l'Afrique, quand vous prenez les statistiques, vous avez froid dans le dos. À l'échelle mondiale, le 5e des accidents de travail, le 5% des accidents de travail ont lieu sur le continent africain. Or, l'Afrique représente à peine 2% des emplois dans le monde. Et je dis souvent, ce qui est nuisible pour la santé de l'ouvrier breton l'est également pour la santé de l'artisan africain. On ne peut pas continuer de dire que les questions de sécurité, les questions de santé, quelqu'un qui travaille sans équipement de protection individuelle, quand il tombe, c'est que c'est de la fatalité, ce qui devait arriver est arrivé, c'est une malédiction. Non. La sécurité, les questions de sécurité et de santé doivent être intégrées dans le management. Au niveau du top management, on doit prendre en compte ces aspects-là. Quand on part travailler, c'est pour gagner sa vie. On ne part pas travailler pour perdre sa vie. Chaque année, par exemple, dans le monde, on enregistre au moins 270 millions d'accidents de travail, dont environ, je crois, 13% connaissent une issue mortelle. Et on a une grosse part, c'est en Afrique. Donc c'est à croire que autant il y a une crise des objectifs au niveau des syndicats, il y a également un manque d'encadrement au niveau des États. L'État, ce que l'État va dire, l'État va tout simplement dire, quand je prends la sécurité et la santé au travail, les textes existent, les textes sont là. Mais il faut mettre les moyens à disposition aussi, il faut sensibiliser, mettre les moyens ou pousser les chefs d'entreprise à respecter la réglementation. Chacun doit jouer sa partition. Il faut, et c'est important, que les syndicats réinventent leur manière d'agir. Il faut que l'État offre de plus en plus les moyens pour permettre de mieux d'atteindre un certain nombre d'objectifs. Voilà. Dr Henri Joël Tagoum Fombeno, notre invité, merci. Je rappelle que très souvent aussi, vous vous mettez à la disposition des travailleurs et des employeurs en prodiguant quelques petites astuces. Comment distinguer véhicule de fonction, véhicule de service. Comment peut-on distinguer les types de contrats qu'on doit signer au quotidien. Et vous avez créé un site internet pour répondre à toutes ces questions des internautes. Et nous vous disons merci sur BBC Afrique. C'est moi qui vous remercie.